Bonsoir à tous. En tant qu'assistant du professeur Suppieu, donc aujourd'hui, je vais simplement introduire la deuxième conférence de Madame Sarah. Alors, je vous rappelle simplement que Monsieur Suppieu avait déjà fait une introduction lors de la dernière séance. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore tous les titres très honorables de Madame Sarah, vous pouvez aller sur le site du Collège de France et retrouver la vidéo donc, de la première conférence, et vous pouvez revoir l'introduction et la première conférence. Alors donc je ne vais pas prendre plus la parole, donc je vais céder immédiatement la parole à Madame Sarah pour nous parler aujourd'hui du changement du système des marchés financiers depuis la crise. Bonsoir et merci encore pour l'invitation d'être ici. Comme la semaine dernière, parce que le français n'est pas ma première langue, j'ai beaucoup de textes sur les PowerPoint pour que vous puissiez me comprendre. Alors, s'il y a des questions après, peut-être Linksyn peut m'aider. Alors, le sujet ce soir, le changement de la réglementation après la crise bancaire mondiale, c'est peut-être le plus sec des 4 conférences, mais c'est aussi très, très important. Alors, j'ai fait un effort de pas simplifier les questions, mais de rendre les questions peut-être un peu plus claires. Alors, ainsi que nous l'avons constaté ces dernières années, l'envergure, la complexité et l'activité des banques et autres institutions financières peuvent mettre en danger notre sécurité financière. Bien que les causes de la crise financière de 2008 à 2010 soient complexes, il est clair que le manque de surveillance réglementaire et une conception inadaptée de la réglementation ont joué un rôle important. En effet, les outils réglementaires n'étaient pas faits pour répondre au type de risques systématiques liés à la mondialisation des services bancaires et financiers. En fin de compte, ce sont les contribuables comme vous et moi qui paient les erreurs commises par les banques, parce que sont leurs impôts qui sont utilisés pour renflouer les banques et ils payent, nous payons pour mettre en place les politiques publiques nécessaires pour réparer les préjudices économiques entraînés par les effondrements bancaires. La conférence ce soir répond à 2 questions. La première question est de savoir comment réglementer les institutions bancaires dans un contexte où leurs services et produits sont extrêmement complexes, évoluent constamment et échappent souvent à la surveillance réglementaire. Bien que les discussions politiques se déroulent au niveau mondial, notamment lors du G20 et ailleurs, la mise en place de la surveillance réglementaire relève toujours de l'État souverain, à savoir que chaque pays applique sa propre législation. Or, concilier la réglementation des capitaux et la réglementation locale n'est pas chose facile. Alors, de faire une réconciliation, c'est très difficile, à mon avis. Comment faut-il mener la réforme réglementaire pour remédier aux récentes défaillances bancaires? La seconde question que je pose ce soir, vu à l'absence de processus démocratique direct au niveau de la gouvernance mondiale, est de savoir si, par le BA, de mécanismes de dialogue et de réflexion, la transparence et la prise de responsabilité vis-à-vis des décisions concernant la surveillance réglementaire pourraient être améliorées pour prendre en compte les citoyens ordinaires. Alors, la crise financière a été qualifiée par l'économiste Julia Black d'un désastre réglementaire, à savoir un événement catastrophique ayant porté un grave préjudice
à la sécurité financière des individus est due en partie aux défaillances conceptuelles et fonctionnelles du régime réglementaire précisément mis en place pour éviter cela. Un grand nombre de banques se sont effondrées. Dans de nombreux pays, et en particulier en Europe, la garantie d'épargne et des dépôts bancaires n'était pas précapitalisée au moment où l'ensemble du système bancaire s'est révélé incapable de couvrir les pertes des déposants. Les structures réglementaires visant à faciliter les prestations bancaires, telles que le système de passeport européen, n'ont pas pris en compte le fait que ni l'État membre d'accueil, ni l'État membre d'origine n'exerçaient un contrôle suffisant sur l'indication des capitaux, c'est-à-dire la suffisance, comme l'ont démontré les opérations réalisées par les banques islandaises en Europe continentale. Par exemple, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas seulement, les déposants ont perdu 4 milliards d'euros lorsque les succursales des banques islandaises situées dans ces deux pays seulement se sont effondrées, ce qui a obligé les gouvernements à intervenir et à indemniser leurs citoyens. La titrisation des prêts a eu pour effet de masquer les dangers réels, tout en donnant l'impression que les risques courus par le prêteur étaient couverts. La mesure prise dans le cadre des accords de Bâle II permettant l'autocontrôle des banques a abouti à un défaut de surveillance. La réponse réglementaire doit permettre de résoudre une multitude de problèmes complexes. Dans le monde entier, les autorités de réglementation et de surveillance et les gouvernements se demandent comment éviter de nouvelles faillites du système bancaire. Le comité de Bâle sur le contrôle bancaire a élaboré des normes afin d'identifier et d'engueuler les risques systématiques. Bâle III est un ensemble de mesures nouvelles pour renforcer la réglementation, le contrôle et la gestion des risques dans le secteur bancaire. Ces mesures ont pour objet d'améliorer la capacité du secteur bancaire à absorber les chocs résultant des tensions financières et économiques, quelle qu'en soit la source, d'imposer des exigences minimales de fonds, d'améliorer la gestion des risques et la gouvernance, et de renforcer la transparence et la communication des banques. Le Conseil de stabilité financière, le CSF, a adopté un cadre politique visant à réduire l'aléa moral posé par les institutions bancaires d'importance systématique et à réformer les marchés d'instruments dérivés. Il y a seulement 3 jours, un rapport de CSF indique que des progrès faits par les juridictions pour mettre en œuvre les réformes financières convenues dans le sillage de la crise financière mondiale a été régulière mais inégale. La mise en œuvre des réformes de Bâle III sur le capital et la liquidité bancaire avance sur le calendrier. Mais la réforme des dérivés over-the-counter, c'est en cours, mais souffre d'un retard. Par exemple, la Commission européenne a attendu la période de transition pour les exigences de fonds propres pour les expositions à des contreparties contrôle centrales qui avaient expiré au mois de juin. Elle a besoin de faire une extension de 6 mois. Les réformes bancaires d'ombre, shadow banking, sont actuellement à un stade précoce, presque rien.
à mon avis, et beaucoup de travail reste à mettre en œuvre des régimes de résolution efficaces. Ces mesures sont reflétées dans des initiatives similaires prises par des organisations internationales, des gouvernements nationaux et par des organismes de réglementation et non réglementaires. À l'ère où la mondialisation s'accentue, notamment en ce qui concerne les services bancaires et financiers, les recommandations sur la réforme réglementaire confirment qu'une réglementation mise en œuvre exclusivement par des États isolés ne suffit plus pour éviter que les conditions ayant entraîné la crise ne s'y répètent. De plus, il est évident que le modèle néoclassique des marchés financiers ne peut plus servir de fondement à la réglementation. En effet, la théorie économique néoclassique suppose une circulation parfaite des informations sur les marchés et l'absence d'externalités et de coûts de transaction. Au RU, les prémices du modèle néoclassique étaient remises en cause pour les travaux de Turner qui contestent en particulier l'idée que la multiplication des créances titrisées contribue à la stabilité financière et que la discipline de marché permet de restreindre efficacement la prise de risque excessive. Depuis la crise, l'économie comportementale, behavioral economics en anglais, a attiré l'attention de certaines autorités réglementaires pour essayer d'expliquer le fonctionnement des marchés. L'économie comportementale s'inspire de la psychologie pour expliquer pourquoi les gens agissent souvent sans se fonder sur la raison ou le calcul. Selon l'économie comportementale, la manière dont les gens se conduisent vis-à-vis de la réglementation ne se résume pas à un choix binaire entre s'y plier ou ne pas s'y plier. Leur comportement peut être influencé par la recherche du profit, des valeurs normatives, les réseaux avec lesquels ils interagissent et leur sentiment par rapport à l'équité du processus réglementaire. Ainsi, la recherche anthropologique révèle que la pression exercée par les pairs et l'influence des gros clients internationaux pèsent sur les modifications des traders financiers et créent un contexte propice au abus. Néanmoins, les perfectionnements apportés au modèle néoclassique par les théoristes du comportementalisme économique se concentrent avant tout sur la psychologie individuelle et minimisent le rôle et des structures sociales dans la formation des préférences. Un document de recherche de la Financial Conduct Authority, ORE, étudiant la manière d'utiliser le comportementalisme économique dans le cadre de ces processus de surveillance réglementaire. Et on fournit un exemple. Et je voudrais dire que le FCA a remplacé le Financial Services Authority après tout la faillite de cette bureau de réglementation. Alors, il y avait une nouvelle loi au Royaume-Uni à cause de toutes les défaillances. Selon ce document, l'innovation réglementaire doit se fonder sur l'analyse des malentendus quant aux caractéristiques du produit financier, des erreurs commises par le consommateur et du décalage fonctionnel entre les besoins de ce dernier et de l'utilisation qu'il fait d'un produit dans la pratique. Une telle approche peut être utile pour comprendre les problèmes liés au choix du consommateur.
mais elle ne permet pas de cibler les mesures réglementaires sur les entités qui conçoivent les produits portant préjudice à ce consommateur. Une autre approche, la nouvelle théorie des institutions, suggère que les marchés sont constitués d'institutions sociales comprenant des cadres normatifs comportementaux, cognitifs et interprétifs et les règles qui en découlent. La prise de décision au sein de marchés hétérogènes serait donc influencée par des cadres cognitifs profondément ancrés chez les individus, façonnant leurs interactions à l'intérieur et à l'extérieur des marchés financiers. Laquelle de ces approches serait-elle préférable pour établir un système réglementaire efficace, à la fois sur le plan mondial et national? Quelques facteurs devront être pris en compte dans chaque nouvelle proposition de recommandation réglementaire. Et ce soir, je parle de deux facteurs, la capacité réglementaire et l'influence politique, et la dynamique des organisations et effets incitatifs perverses. Toute réforme réglementaire visant la stabilité et la viabilité du secteur des services bancaires et financiers doit bien entendu être adoptée par les États souverains. Cependant, les autorités de réglementation sont au service de leurs gouvernements nationaux et régionaux et en l'absence de volonté politique, le risque est que la surveillance réglementaire soit BA ou mal avisée. Avant 2008, les gouvernements à l'épicentre de la crise financière, comme ceux du Royaume-Uni et des États-Unis, avaient systématiquement diminué la surveillance réglementaire. Les autorités réglementaires estimaient que les banques étaient les mieux qualifiées pour veiller elles-mêmes à l'éducation de leurs capitaux et assurer à la surveillance de leurs activités sur les marchés. Lors des accords de Bâle II, l'autorité réglementaire, confiante en la capacité de gouvernance bancaire, avait donc transféré une grande partie de la prise de décision aux organes de contrôle interne des banques. La capitale réputation des banques et le fait qu'elles étaient trop grosses pour faire faillite avaient poussé les autorités réglementaires à assouplir la réglementation, en anglais on dit light touch regulation, pour favoriser leurs propres marchés financiers nationaux et donc les revenus financiers de leur ressort. Les autorités réglementaires recevaient leur ordre des gouvernements en place. Alors, comme nous le savons tous, un tsunami financier suivit. L'effondrement de la Royal Bank of Scotland a fourni un exemple bien documenté d'échec de surveillance réglementaire. L'ABS, qui comptait plus de 3,5 milliards de milliers de milliards de livres d'actifs, était la banque la plus importante du monde en termes d'immobilisation. Sa faillite en octobre 2008 a entraîné ce que le Trésor britannique a décrit comme le plus gros renflouement de tous les temps. Le gouvernement de RU a injecté 5,5 milliards de livres en capitaux et l'argent des contribuables a été mis en jeu à hauteur de 282 milliards de livres du programme de protection des actifs bancaires. C'est un nombre incroyable. Un rapport sur la faillite de RBS a révélé toute une série de défaillances et d'erreurs de jugement de la part de l'autorité réglementaire britannique. La RBS a fait faillite en raison de graves lacunes concernant ses capitaux et la qualité des actifs sous-jacents, d'une dépendance excessive à l'égard du financement
de gros à risque et à court terme et de pertes substantielles lors de ces opérations de marché liées à des instruments de crédit. Le FSA n'a pas remis en cause les informations qui lui étaient procurées par le RBS, n'a pas analysé correctement les pertes de la banque associées au crédit structuré et n'a pas pris des mesures après que les difficultés aient été identifiées. Le comité du Trésor britannique a estimé que la culpabilité des autres dirigeants de la FSA était en partie liée à la politique dominante, à des suppositions idéologiques quant à l'efficacité des marchés, à la conviction que l'innovation financière avait rendu le système plus stable et aux pressions politiques exercées sur le FSA pour que le régime réglementaire demeure suffisamment souple pour soutenir la compétitivité du secteur financier. Le gouvernement avait aussi adopté un cadre réglementaire conférant à la FSA la responsabilité de gérer l'intégralité des problèmes liés à la réglementation financière depuis les obligations de solidité, prudentielle des grandes banques jusqu'à la conduite de 25 000 intermédiaires financiers. C'est intéressant maintenant, le RU a partagé ses responsabilités entre le Financial Conduct Authority et le Prudential Regulation Authority. Le dernier a la responsabilité de la réglementation des banques maintenant et des entreprises des investissements. Un tableau similaire pourrait être peint pour les États-Unis et d'autres pays. Les institutions financières soulèveraient l'arbitrage réglementaire, ce qui leur permettait de tirer profit des lacunes des systèmes de réglementation pour contourner les dispositions qui leur étaient défavorables, notamment en structurant les transactions de sorte à masquer le risque d'illégalité. La capacité du consortium mondial à échapper à la surveillance réglementaire, associée au manque de volonté politique de la part des gouvernements et autorités de réglementation d'exercer un véritable contrôle, a créé les conditions propices à la faillite des banques. À l'avenir, les gouvernements devront se concentrer puis envoyer un message clair aux autorités de réglementation pour qu'elles sachent que toutes les institutions financières doivent faire l'objet d'une forte surveillance prudentielle. Pour que la réforme de la réglementation puisse s'appuyer sur un fondement solide, il est clair qu'il faudra apporter une réponse réglementaire crédible aux problèmes posés par le désir des gouvernements de voir un plus grand nombre de transactions financières mondiales effectuées sur leur territoire. Outre les influences politiques pesant sur le cadre réglementaire, la réglementation d'avant la crise nous permettait pas de saisir la dynamique organisationnelle complexe existant entre les autorités de réglementation et les entités qu'elles régissent. Il y avait une mauvaise compréhension des problèmes et des messages confus quant à la conduite à observer. La reine d'Angleterre, Queen Elizabeth, a posé la question « Pourquoi personne ne s'est-il rendu compte qu'un resserrement de crédit allait se produire ?» La British Academy écrit en réponse que de nombreuses personnes aient pressenti les risques, mais les politiciens de toute tendance étaient sous le charme des marchés. Les gens faisaient confiance aux banques dont les conseils d'administration et haute direction regorgeaient, les talents recrutés dans le monde entier. Personne ne voulait croire que leur jugement puisse être erroné ou qu'ils n'aient pas les compétences pour analyser les risques courus par les organisations qu'ils dirigent. Alors, le
les neurosciences cognitives nous enseignent pourtant que les personnes habituellement capables d'objectivité peuvent renoncer à leur autonomie de pensée sous la forte influence des normes sociales et culturelles de leur milieu de travail. Il a donc suffi que les autorités réglementaires permettent aux banques de s'autogouverner pour les inciter à manquer à leurs obligations. Et cette image est une cellule de votre cerveau. Alors, c'est ce sens, il y a des questions sociologie, mais aussi physiologie. Pourquoi les personnes ne comprennent pas les risques systématiques, et je parlerai un peu plus de ça la semaine prochaine. D'importantes défaillances ont aujourd'hui été identifiées dans le domaine de la surveillance réglementaire de nombreux pays. 1. Les autorités de surveillance et de réglementation ne disposaient pas de pouvoir et de ressources nécessaires pour faire leur travail. 2. Les personnels ne possédaient pas les compétences adéquates et n'avaient pas bénéficié de la formation et des ressources suffisantes pour mener à bien leur surveillance. Il y avait aussi une mauvaise coordination entre les différentes autorités réglementaires chargées de gérer le système. Et les pratiques de rémunération faisaient que les meilleurs talents avaient quitté le secteur de la réglementation pour aller rejoindre le secteur privé, créant ainsi un effet de porte tournant du personnel. Un sujet trop vaste pour être abordé aujourd'hui est que l'abus de confiance a joué un rôle important dans de nombreuses arnaques basées sur l'exploitation des relations sociales, comme l'affaire Madoff aux États-Unis, où des milliards des investisseurs se sont vus escroquer de 64,8 milliards de dollars, pour ne citer qu'un cas parmi 30 des autres. La dynamique des organisations influence aussi bien les participants du marché que les organes de réglementation. Une culture où les délits d'initiés sont tolérés, où l'on ne traite pas de bonne foi avec les autorités réglementaires, se reflète dans les services de premier plan d'une organisation. Le fait qu'ORU, la FCA, ait attendu 2012, bien après que la crise a atteint son paroxysme, pour condamner JP Morgan à une amende de 138 millions de livres, démontre que nous n'avons pas encore trouvé le régime réglementaire qui permettra de changer les attitudes et les comportements. La FCA souligne que, selon l'enquête sur JP Morgan, la culture de cupidité et l'illusion d'être invincible qui ont contribué à la crise étaient bien vivantes dans la société de prestations financières. L'enquête a révélé la complicité entre les traders et les directeurs dans la fraude. Un grand nombre de problèmes concernant ces organisations peuvent être résolus grâce à des pratiques de bonne gouvernance. Il faut instaurer des systèmes de gestion permettant d'analyser comme il se doit les données relatives aux opérations financières et d'en rendre compte clairement au conseil d'administration. Les administrateurs et membres de ces conseils doivent veiller à la conformité réglementaire, notamment en ce qui concerne les systèmes existants d'évaluation, de surveillance et de signalement et de résolution des problèmes. À ce jour, le long même des réformes révèle leurs limites. Les autorités de réglementation et de surveillance se sont concentrées sur la transparence en cherchant des meilleures méthodes et technologies pour calculer les risques ou la capacité financière.
des modèles de risque applicables au contrôle micro et macro-prudential et des mécanismes permettant de surveiller les décisions reposant sur ces technologies. Alors qu'un modèle d'évaluation n'a même pas encore été complètement conçu, on constate d'ores et déjà un véritable décalage entre la capacité des institutions financières à élaborer diverses technologies de calcul et de notation et celle des autorités réglementaires à suivre, à évaluer et surveiller l'évolution de ces technologies. Parallèlement, il est véritablement incroyable qu'il n'y avait pas eu, à ma connaissance, une seule affaire judiciaire dans le monde apportant des éléments sur les défaillances de l'approche réglementaire, et notamment sur la manière dont les modèles financiers ont permis aux acteurs du marché de déclencher une crise mondiale et de le faire sans avoir à en répondre. Il se peut que l'emprisonnement il y a quelques journées de 26 banquiers en Islande pour la manipulation de marché ait répondu à certaines de ces questions, mais il paraît qu'il y avait aussi des cas de fraude réelle. Et les jugements de la Cour suprême islandaise ne sont ni en anglais ni en français. Ce n'est pas en continuant à appliquer le même genre de réglementation qui permet à des individus de prendre des décisions sans avoir à en assumer les conséquences, que l'on inculquera des notions de responsabilité prudentielle à qui ce que soit. Plutôt que d'essayer d'inventer des outils de réglementation pour suivre l'évolution de produits financiers de plus en plus complexes, le moment est peut-être venu pour les autorités réglementaires d'imposer aux banques et aux autres institutions financières des obligations élémentaires et exiger qu'elles les respectent, au lieu de tenter de rattraper le secteur financier. Quelques principes de départ, il y a quelques principes que je veux discuter maintenant. En premier lieu, toutes les banques et les institutions financières devraient être tenues de conduire leurs affaires de sa façon prudentielle. Dans ce contexte, l'équité pourrait être intégrée en tant que principe fondamental au sein des marchés financiers, avec l'obligation d'améliorer notre compréhension de ces marchés en prenant en compte les points de vue d'autrui et la finalité d'aboutir à une situation plus équitable. Et ça, c'est des thèmes que j'aborderai dans ma conférence la semaine prochaine. En second lieu, les autorités réglementaires pourraient demander que les exigences d'information financière soient simplifiées à tous les niveaux, depuis que les états financiers jusqu'à l'éducation des capitaux et le risque de liquidité. Il faut renverser la tendance actuelle selon laquelle plus il y en a, mieux c'est, et imposer des exigences d'information financière simplifiées et de rendre de compte rendu explicite sur le contrôle et la surveillance de la gouvernance des sociétés et, le cas échéant, sur les mesures correctives. Les dirigeants et directeurs devraient être tenus de respecter un haut niveau d'obligation fiduciaire en servant au mieux les intérêts de l'institution financière et en prenant en considération à la fois sa viabilité à long terme. Il faut également simplifier les exigences réglementaires en imposant des principes et des normes de conduite de base dont les décisionnaires devront répondre et alléger la complexité excessive qui prévaut actuellement. Le Code de Bâle 1 ne comptait que 30 pages. Puis, en 1996, l'amendement relatif au risque de marché a introduit l'idée de portefeuille de négociation
Pour la première fois, les banques étaient autorisées à utiliser des modèles internes pour calculer les capitaux réglementaires exigés au titre de risque de marché, ce qui a eu pour effet de brouiller la différence entre perspective commerciale et perspective réglementaire dans l'estimation de risque. En acceptant l'utilisation des modèles internes des banques, le garde-fou réglementaire a été supprimé pour faire place à des estimations commerciales complexes. Puis, face à la déferlante des modèles de crédit et de risque de marché, l'accord de Bâle III a été conclu, qui comporte 616 pages et est extrêmement compliqué. Il aborde aussi bien les grandes catégories d'actifs que l'exposition au risque des prêts individuels et bat tous les records pour le nombre de risques pondérés estimés. Par exemple, pour une grosse banque, cela signifie une augmentation du nombre de calculs requis à plusieurs millions. L'incapacité des autorités réglementaires à comprendre et surveiller le volume et la complexité même des points des données créées, des conditions requises pour d'autres crises. On retrouve ce même scénario concernant la surveillance réglementaire dans le monde entier, et notamment dans les législations nationales qui reprennent ces réformes approuvées à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, les autorités réglementaires sont passées de 18 pages de législation produite pour la mise en œuvre de l'accord de Bâle I. Mais maintenant, la nouvelle législation a besoin de 9000 pages avec la loi Dodd-Frank et ses règles. En Europe, des directives réglementaires ont été élaborées. Cela représente à ce jour plus de 2000 pages. Par conséquent, la question de politique publique qui se pose est de savoir si les anciens outils sont les mieux adaptés pour résoudre les problèmes actuels. La réponse apportée par les autorités réglementaires à la crise s'appuie sur le même genre de réflexion qui est à l'origine de la crise. Il exige en effet des rapports plus détaillés sur les transactions complexes et d'énormes quantités d'informations sur les calculs de risque. Cela ne contribuera qu'à rendre les choses encore plus opaques. Cette réponse soulève aussi certaines questions quant à la robustesse du système réglementaire, car elle est basée sur de nombreuses estimations des paramètres ou car ces estimations sont corrélées au sein du portefeuille bancaire, ce qui signifie qu'il suffit d'une petite erreur dans l'une d'entre elles pour entraîner des conséquences catastrophiques sur l'estimation globale. Andrew Haldane, le chef économiste de la Banque d'Angleterre, prône l'adoption des règles simples plutôt que compliquées pour contrôler les environnements financiers complexes. Il estime en effet que la complexité des règles risque de faire que les gens, pour craindre d'être pris en défaut, se concentrent sur les points de détail plutôt que la réglementation dans son ensemble. Mais Haldane observait que les règles simples ont aussi un coût, car elles sont basées sur le jugement de la décisionnaire et sur son expérience. Alors, comment pourrions-nous simplifier le cadre de contrôle réglementaire? Cela sera quelques possibilités. Par exemple, d'adopter une approche simplifiée et standardisée pour mesurer le crédit et le risque de marché basé sur les grandes catégories d'actifs,
en taxant la complexité de structure et de l'information financière, ce qui encouragerait clairement les banques à simplifier leur bilan, utilise des tests de résistance dans l'ensemble du système et non pas uniquement des institutions qui le constituent, une surveillance financière mondiale pour véritablement suivre le flux mondial des capitaux et permettre aux décideurs politiques de réagir au changement du système financier en temps réel. Et aussi envisage les choses depuis une perspective sociale, disposer d'un cadre cognitif et analytique alternatif pour comprendre le comportement des acteurs de marché, les relations de pouvoir et leurs interconnexions entre intervenants et leur rôle dans la prise de décision. Aborder ainsi la réforme réglementaire signifierait un changement de paradigme considérable eu regard à l'attitude politique vis-à-vis de la réglementation, tant en ce qui concerne son rôle légitime sur les marchés financiers que le financement et le recrutement de personnel. Il suffit seulement de regarder la lutte menée actuellement aux États-Unis pour mettre en place la loi Dodd-Frank afin de comprendre que tel changement est difficile à appréhender. Cette conception sociale présente un certain intérêt dans la mesure où elle tente de dévoiler le contexte dans lequel les acteurs du secteur bancaire et financier prennent des décisions et d'anticiper quels sont les conduits qui devront être réglementés. Cependant, plus fondamentalement, la complexité actuelle des services financiers ne doit pas nous inciter à adopter des mécanismes de réponse encore plus complexes. L'objectif de la réglementation des banques et autres institutions financières est la sécurité et la viabilité du système. Cet objectif a été ajusté dans les années précédant la crise financière mondiale pour y incorporer l'efficacité du marché. Le choix même de ce terme, l'efficacité, laisse entendre que les marchés sont le paradigme approprié pour la gouvernance des services bancaires et financiers. La remise en cause de ce paradigme dépasse la portée du présent exposé. Mais il est important que la réflexion sur la réforme réglementaire s'appuie sur les principes fondamentaux de ce que nous essayons de bâtir. Un système bancaire et des services financiers connexes qui répondent aux besoins d'un grand nombre des parties prenantes. Le passage de cela par une gestion prudentielle ayant pour l'objectif la stabilité et la viabilité financière à long terme du système. L'idée que les autorités réglementaires aient recours à une conception sociale des marchés à fin de gestion avait pour objectif la sécurité et la viabilité du système bancaire, apporte une contribution importante au débat sur les modalités et le champ d'application de la réforme après la crise. Le problème est de renoncer à vouloir fonder les initiatives de réforme actuelles sur les marchés qui sont censés s'auto-réglementer. Alors, la Commission européenne tente de prendre des mesures innovantes. Les exigences de fonds propres pour les banques sont énoncées dans le règlement sur les exigences de fonds propres et de la directive sur les exigences de capital, en vigueur en 2013. La première fois, un ensemble unique de règles prudentielles harmonisées est créé pour les banques dans le UE. Alors, la forme court CRDIV introduit des exigences supplémentaires en matière de transparence et de divulgation relative au nombre de personnes qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. La directive prend des mesures initiales en vue de relayer la rémunération et le risque. Les primes après 2014 ne peuvent pas être plus de 100%
de salaire fixe pour les preneurs de risques matériaux. Avant, il y avait des primes de 500% de leur salaire. Et ça, c'est un autre incitement de prendre des risques. Aussi, le CRD introduit de nouvelles règles visant à accroître l'efficacité de la surveillance des risques par les conseils, l'amélioration du statut de la fonction de gestion de risques et assurer un suivi efficace pour les superviseurs de la gouvernance des risques. Aussi, il est introduit donc un certain nombre d'exigences, en particulier en ce qui concerne l'équilibre entre les représentations sur le conseil. Alors, la diversité dans la composition du conseil devrait contribuer à une surveillance efficace des risques par les conseils, fournir un plus large éventail de points de vue et d'opinions et évitant ainsi le phénomène de la pensée de groupe, groupthink. Alors, chaque entreprise bancaire doit faire un plan pour augmenter le numéro des femmes sur les conseils d'administration et aussi des autres gens qui sont surreprésentés. Alors, une importante question se pose quant à la transparence du processus de réforme réglementaire et au niveau de participation citoyenne à l'heure actuelle. La multitude de réformes proposées est l'aboutissement de négociations entre divers pays lors de forums telles que le G20. Bien qu'il y avait maintenant un vaste consensus quant au puissant impact des marchés financiers sur l'économie réelle et à la nécessité d'un contrôle réglementaire adapté, les solutions sont façonnées par les experts prêtant extrêmement peu d'attention à l'opinion d'autrui. Or, de nombreuses personnes sont concernées par la réforme des marchés financiers par les BA, merci. En anglais, c'est bias. C'est très différent. De leur épargne retraite, leur emploi, leur régime d'épargne autogéré et leur portefeuille des investissements. La crise financière mondiale a démontré que ces personnes sont, au final, les parties prenantes véritablement effectuées et elles doivent pouvoir faire entendre leur voix dans les débats réglementaires. En raison de la complexité des problèmes, un vaste processus participatif de réglementation pose des défis considérables. À ce jour, la plupart des initiatives n'évoquent pas la nécessité d'un vaste débat de politique publique sur les objectifs normatifs que les nouvelles exigences réglementaires devraient permettre à détendre. En dehors des choix normatifs devront être faits, il y a un certain nombre de considérations importantes sur la nature même du processus réglementaire. Alors, je manque un peu de temps. À ce jour, un tel niveau de participation n'existe pas, notamment parce que le long de la réglementation bancaire et financière rebute de nombreux citoyens. Face à la complexité du système, ils se sentent intimidés ou découragés. Cependant, à en juger par la participation aux médias sociaux, on constate que le public peut exercer une influence sur les normes, lois et politiques. Une première étape pourrait consister à inviter une plus grande variété d'experts en dehors de ceux du secteur bancaire pour discuter des problèmes que pose la conception d'un système de réglementation. Les psychologues, les sociologues et anthropologues pourraient apporter des points de vue intéressants à la conception de la réglementation dans la mesure où celle-ci constitue un aspect de comportement social et un besoin social humain.
Il y a aussi des théories de réglementation adaptive. Ou à l'heure actuelle sur le marché financier, l'aspect relationnel est sérieusement compromis et le fait que la société menace de s'enfuir pour chercher refuge ailleurs restreint la possibilité d'emmener les acteurs du marché à dialoguer avec les autres parties prenantes. Mais je pense qu'on peut faire des choses. Par exemple, quand les philosophes Hannah Arendt et Judith Butler ont dit de différentes façons, les gens peuvent se mobiliser et faire entendre leur voix pour le bien commun. Les groupes communautaires et organisations non gouvernementales possèdent une grande expérience dans le développement des capacités. À partir des ressources limitées, ils pourraient être consultés à des fins de conseil ou participer directement à une vaste initiative dans ce domaine. Aussi, on peut engager les groupements des investisseurs, aussi les organismes des conseils financiers, des syndicats. Il y a aussi un rôle, à mon avis, pour le monde artistique qui peut contribuer à éclairer les concepts les plus complexes ou apporter son point de vue. Les décideurs politiques pourraient veiller à ce que des documents éducatifs analysant dans une langue simple les problèmes structurels et fonctionnels liés à la crise et l'éventail des choix réglementaires possibles soient disponibles. Une fois que les informations seront présentées sous une forme plus facilement compréhensible, les parties prenantes du marché ou ceux qui sont affectés par les changements du marché disposeront de quelques-uns des outils essentiels pour réfléchir aux choix possibles. Une véritable participation citoyenne exige également la volonté d'allouer les ressources qui permettront à des organisations représentant les consommateurs de services financiers, les petits épargnants et les autres personnes affectées par les décisions, d'avoir accès aux informations pertinentes, d'acquérir les compétences nécessaires pour analyser les problèmes réglementaires et enfin d'apporter une contribution significative à la discussion sur la réglementation. En conclusion, la surveillance réglementaire devrait avoir pour objectif la stabilité et viabilité du système financier et la protection des parties prenantes. Les gouvernants doivent clairement faire comprendre aux autorités réglementaires et aux intervenants des marchés financiers que cet objectif est d'une importance fondamentale et que tout sera mis en œuvre pour l'atteindre. À ce jour, la réforme de la réglementation a consisté à imaginer des exigences extrêmement complexes et détaillées en matière de l'évaluation. Le processus réglementaire est extrêmement dynamique et très complexe, compte tenu de la multiplicité des forums et parties prenantes et de l'évolution rapide et constante des produits et stratégies des marchés. Des ressources sont nécessaires pour que nous puissions, en tant que société, répondre aux questions les plus essentielles sur la surveillance réglementaire afin d'atteindre notre objectif de viabilité et de sécurité économique et de créer des espaces de dialogue dans lesquels les différentes parties prenantes puissent véritablement faire entendre leur voix. Merci.